Salut, salut! C'est moi. J'espère que tu vas bien. Juste un rappel que tes évaluations de podcast et commentaires sont extrêmement appréciés et même essentiels pour le rayonnement de Go Wild. On veut vraiment qu'un maximum de belles personnes comme toi puissent bénéficier du contenu. Je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme de balado-diffusion préférée pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes et je te rappelle aussi que l'entrevue est filmée et disponible sur ma chaîne YouTube Mode on the Go que je t'invite aussi à suivre si le cœur t'en dit. Bon, mais je te laisse. Bye là! Pour Tania, la piqûre du voyage remonte à ses études secondaires, alors étudiante au Collège international, mais aussi à son sport, le patinage, qui l'amenait un peu partout au Canada et aux États-Unis pour les compétitions. S'ensuivit une participation au programme Explore qui la marqua tant qu'encore aujourd'hui, Vancouver demeure une place où elle se verrait habiter. À 18 ans, Tania enregistra sa première entreprise de peinture résidentielle et pendant les études universitaires, son e-commerce, fruit d'une réflexion en échange étudiant. Cet échange fut pour elle très marquant puisqu'elle visita un nombre record de pays, ce qui lui donna la soif d'en voir plus. Dans les dernières années, Tania a travaillé en agence web et pour de grandes entreprises en publicité payante. Ce travail la passionne dû à son impact sur les entreprises et pour le côté créatif et évolutif de la publicité. Après avoir travaillé avec de nombreux clients dans divers secteurs, elle s'est lancée tout récemment comme freelance avec comme objectif d'avoir une plus grande flexibilité de temps et d'espace. Bon après-midi, Tania, comment ça va? Salut, ça va toi? Ben oui, ça va bien. Donc, Tania qui est en direct de Montréal, qui est une Montréalaise maintenant depuis quelques années. Oui, donc, écoute, je suis super contente, encore une fois, de t'avoir sur mon podcast, podcast numéro 17 aujourd'hui, parce qu'on va parler, en fait, de ce que tu fais maintenant en tant que freelance. Donc, tu es quelqu'un qui a étudié dans le domaine du e-commerce, donc tu t'es allé te spécialiser au niveau de la maîtrise. Tu es vraiment spécialiste en stratégie, en publicité web avec les différents réseaux sociaux. Puis ça, je sais que c'est quelque chose qui est très en demande ces temps-ci, puis quelque chose qu'on gagne à mieux connaître parce que ça peut énormément nous servir en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance aussi. Donc, écoute, Tania, je serais curieuse de savoir parce que, bon, toi, tu as vraiment un projet business qui est né pendant le temps où tu voyageais. Je serais curieuse de savoir ta passion du voyage, là, elle remonte à quand? Oui, en fait, si je remonte à il y a plusieurs années, je crois que ça remonte à mes études secondaires. J'étais dans le programme international, puis j'ai eu la chance de faire plusieurs voyages à l'international, comme en Europe, par exemple. Puis aussi, j'ai fait beaucoup de patinage artistique, puis ça m'a permis de faire des compétitions un peu partout à travers le Canada, aux États-Unis. Je suis allée au championnat canadien à Vancouver, par exemple. Puis, un peu après, c'est vraiment, je crois que j'avais autour de 20 ans. J'ai décidé de participer au programme Explore du gouvernement du Québec. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé. Puis, j'ai eu la chance d'aller à Vancouver pendant plusieurs semaines. J'ai même tellement aimé ça que j'ai décidé de rester tout mon été là-bas. Je me suis trouvé un travail dans une petite pâtisserie la semaine, puis la fin de semaine, je suis partie en road trip. C'était vraiment, vraiment le fun. Et ensuite, mon gros voyage, ça a été pendant mon échange étudiant, pendant mon bac. Ton bac, tu étais en quoi? Tu n'étais pas en e-commerce déjà, tu t'es spécialisée à la maîtrise, mais sinon, tu étais en quoi au niveau du bac? Oui, c'est vrai. J'ai fait mon bac en logistique au HEC. En logistique au HEC. Ouais. Puis tu es partie un 6 mois en Europe. Oui, exact. Je suis partie initialement en Belgique, mais comme vous le savez, l'Europe, c'est tellement facile de voyager à travers l'Europe, c'est tellement abordable que finalement, à chaque semaine, je me retrouvais dans un pays différent. Ouais, ça a vraiment parti ma passion pour le voyage. Puis après ça, j'ai juste pas arrêté de voyager depuis. Non, c'est ça. Puis je pense que tu as même eu des coups de cœur là, pendant... En fait, tu as fait plus d'une vingtaine de pays en l'intérieur tu disais 6 mois. Donc, tu étais quasiment la moitié, tu étudiais la moitié du temps, puis l'autre moitié du temps, tu voyageais. Oui, c'était littéralement ça. Puis, est-ce que tu as eu un pays ou des pays coup de cœur pendant le temps où tu étais là-bas? Oui, en fait, je crois que, c'est dur à dire, mais je crois que mon gros coup de cœur, ça a été le Maroc, parce que c'est vraiment, vraiment différent de
les autres voyages que j'ai fait en Europe. En fait, c'est en Afrique, mais c'était vraiment la découverte d'une culture différente de la nôtre, mais pas juste d'une culture. C'est vraiment tous les décors, l'ambiance, la nourriture. Puis là-bas, j'ai vraiment pu faire des expériences de vie, tu sais, que tu n'as pas la chance de faire à chaque jour, aller dans le désert, rencontrer des singes, visiter des médinas, etc. Et c'était vraiment, vraiment mémorable comme voyage. Puis sinon, la petite ville coup de cœur que j'ai eue en Europe, je crois que c'est la Slovénie. Slovénie? Oui, parce que c'est vraiment une ville en tout cas, je crois qu'on en entend de plus en plus parler ces temps-ci, mais il y a à peu près 3-4 ans, c'était pas une ville qu'on entendait souvent parler. Fait que moi, j'étais allée là parce que c'était sur mon itinéraire, mais j'avais vraiment aucune attente. Puis, arrivé là-bas, j'étais avec une de mes amies, puis on est vraiment tombés en amour avec autant la ville que la nature, les lacs. Paysages, ouais. Tu me parlais du lac Bled? Oui, entre autres. Il y a beaucoup de lacs là-bas, il y a des vallées. Tu sais, non, c'était loin d'auto, puis on avait vraiment navigué à travers tout ça. Mais Bled, c'est sûr que c'est un beau lac. Tu peux te baigner dedans, l'eau est bleue. Au milieu, tu as comme une petite île avec je crois que c'est une église. Puis, tu as les montagnes autour, tu peux faire des hikes. Puis, c'est ça, en haut de la montagne, si je ne me trompe pas, il y a un château. Fait que c'est vraiment comme paradis. Oui, non, c'est ça. Je vois un peu, j'ai l'image, là, avec, tu sais, le ciel bleu, l'eau transparente, claire, avec, tu sais, tu te sens un peu ailleurs, dans des vallées un peu Dracula, en même temps, parce qu'il y a des châteaux qui pop-up dans le paysage. Tu sais, ça devait être assez magnifique. Puis, je sais aussi que pendant le temps où tu étais aux études, je ne sais pas exactement quand pendant cette session-là, mais tu as parti ton start-up. Tu étais à l'étranger quand tu as parti ton start-up. Oui, c'est drôle, c'était pendant mon échange étudiant. Ouais. J'avais quand même beaucoup de temps. J'étais avec beaucoup de gens, mais des fois, j'avais des temps seuls. Puis, je pense que j'étais sur Facebook, puis j'ai vraiment remarqué que j'avais beaucoup de gens de mon entourage qui postaient, qui étaient à la recherche d'équipements de voyage. Puis, je me suis toujours fait dire, en entrepreneuriat, il faut tomber en amour avec le problème, non la solution. Fait que pour moi, ça a vraiment comme été révélateur. OK, c'est un problème. Les gens veulent voyager, mais ils n'ont pas le budget pour acheter un équipement ou ils en achètent plein, puis ça finit tout dans leur garde-robe. C'est ça. Donc, c'est vraiment pas écologique et pratique, si on veut. Puis, c'est ça, je me suis dit, je pars rien à tester le marché. Fait que j'ai commencé, j'avais pas de site, j'avais rien, j'ai juste mis des annonces sur Facebook, sur Kijiji. Avec des sacs où tu t'approvisionnais en équipement. Ça venait de où? C'était ton équipement, toi, des amis? Au départ, c'était mes équipements, les équipements de ma famille, de mes amis, comme les premières semaines. Mais éventuellement, là, quand ça a parti pour de vrai, on a fait des partenariats avec les distributeurs canadiens, des marques de sacs à dos. Mais oui, au départ, c'était vraiment comme je faisais avec ce non, c'est ça. Tu me disais que tu passais des annonces sur Kijiji et tout ça pour voir s'il y avait réellement une demande. Mm-hmm. Puis après ça, une fois que j'ai dit « OK, je pense que ça intéresse vraiment des gens », là, j'ai commencé un site avec Shopify, on a commencé nos réseaux sociaux. Mm-hmm. Puis tranquillement, là, ça fait environ 3 ans qu'on a parti ça. Puis, là, on a déjà aidé quand même pas mal de monde à s'équiper de manière éco-responsable et économique. Mm-hmm. Puis, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'inspirer le voyage éco-responsable à travers ce projet-là. Puis comment est-ce qu'on peut être éco-responsable? Tu sais, c'est parce que les gens, dans le fond, vont davantage marcher, ils vont pas utiliser la voiture. C'est quoi un peu le volet éco-responsable sur ta bannière d'entreprise? Oui, bien, c'est sûr que le service en tant que tel, notre but, c'est de réduire la surconsommation de matériel. Oui, parce qu'on dit, si les gens n'achètent pas tout le temps pour une fin de semaine, puis après, n'utilisent plus, c'est éco-responsable. Puis après ça, c'est sûr qu'à travers notre blog, notre contenu et tout, on va essayer de passer des messages sur différentes manières de voyager éco-responsable, que ce soit en se déplaçant
à pied, à vélo, en faisant des activités éco-responsables, etc. OK. Puis est-ce que ça a été difficile de convaincre des grandes brands? Parce que quand on va sur ton site, on voit des marques de renom là, qui font des sacs à dos qui sont les plus populaires, je dirais au moins en Amérique du Nord. Comment arriver à convaincre ces marques-là de... C'est quoi, ils te prêtaient les sacs? Tu les achetais à prix réduit? C'était quoi un peu l'entente? Oui, c'est ça. On les achetait à prix réduit. Puis en fait, finalement, c'est vraiment pas si difficile que ça. On a vraiment développé des belles collaborations. Je crois que l'étape qui est difficile, c'est de trouver le bon contact. Tu sais, au début, tu écris à la marque, puis là, ils te renvoient à 10 personnes avant que tu arrives au bon contact. Mais une fois que tu as le bon contact, on est allé les visiter. C'est des distributeurs, dans le fond, là, c'est pas directement au Spray ou au Crédit ou autre. Là. OK. C'est des Québécois, ils sont super gentils, puis ça leur fait plaisir d'aider des brands comme nous là, à se développer. OK, super intéressant. Puis, je serais curieuse de savoir un petit peu, parce que, tu sais, comme tu l'as dit, ton entreprise, c'est important pour toi de montrer les valeurs qui sont éco-responsables. Puis, je serais curieuse de savoir un petit peu, par rapport à tes articles de blog que tu as écrits, c'est quoi une façon accessible, rapide, de tout de suite, en tant que backpacker, que voyageur, d'être un peu plus éco-responsable? Ben, il y a vraiment beaucoup de façons, tu sais, puis, tu sais, j'avouerais, je fais vraiment de mon mieux, je suis pas encore parfaite, juste prendre l'avion à la base, c'est pas responsable, mais il y a des manières de compenser, tu peux émettre compenser pour tes émissions de gaz à effet de serre, par exemple, mais sinon, c'est vraiment, moi, c'est beaucoup dans ce que j'apporte en voyage, tu sais, je veux pas du tout de sacs de plastique. Tu sais, des fois, je sais que les gens séparent leurs vêtements avec des sacs de plastique, par exemple. Moi, j'ai mes cubes de rangement. Après ça, au niveau des produits de bain, les shampoings, revitalisants en barre, c'est super pratique. Puis autant que c'est léger, compact, c'est vraiment l'idéal, je trouve. Tu sais, des produits en bambou, même chose, c'est hyper léger, éco-responsable. Les vêtements, tu sais, j'ai découvert beaucoup de compagnies de vêtements éco-responsables québécoises. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça serait intéressant de nous les partager. Je vais pouvoir les mettre en lien dans le podcast. Oui, je pourrais t'envoyer ceux que je connais. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup que je connais sûrement pas, mais ouais, c'est super intéressant leur concept. Là. OK, excellent. Puis, j'aimerais ça tranquillement migrer dans une autre sphère, quelque chose qui occupe beaucoup plus ton temps depuis le temps du COVID, parce que tu as vraiment développé ta business, tu t'es développé comme freelance. Je serais curieuse de savoir un petit peu comment est-ce que le COVID a transformé ton offre de service comme stratège marketing en ligne. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme. Stratège marketing web, oui. Il y a vraiment beaucoup de termes pour dire la même chose en marketing. Fait que, oui, dans le fond, avant le COVID, j'avais commencé à m'intéresser à tout ce qui était lifestyle freelance. C'est vraiment, j'avais des amis qui faisaient ça, je les voyais voyager partout, etc. Puis je me suis dit, OK, je peux tenter ma chance. Puis, simplement en discutant avec les gens de mon réseau, j'ai trouvé, au début, c'était comme 2 personnes qui cherchaient quelqu'un pour les aider avec leur marketing. Je leur ai dit, OK, tu sais, je peux t'aider. Je leur ai fait un bon prix vu que je commençais. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. J'avais pas de site dans ce temps-là, encore une fois. C'était vraiment... Puis c'est ce que je faisais à l'agence web où je travaillais, dans le fond. C'est ça, parce que tu as accumulé beaucoup d'expérience, même avec Transat jusqu'à très récemment. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas non plus sorti de nulle part. J'avais travaillé là-dedans avant. Puis quand la COVID est arrivée, ça a vraiment comme tout changé. Là, j'avais beaucoup de temps, fait que j'ai pu vraiment me concentrer là-dessus, créer mon site web, profiter de mes services, faire tous mes systèmes en place, me faire des partenariats avec d'autres freelance qui aident vraiment là, dans ce domaine-là. Oui,
Ça, c'est vrai. C'est quand tu l'as mentionné dans notre appel, j'ai réalisé, c'est vrai. Parce que surtout si tu as un service qui est complémentaire puis qu'une personne, quand elle va dans une direction, c'est clair qu'éventuellement, elle va avoir besoin, exemple, de ces services-là aussi. Donc, pourquoi pas se créer une espèce de triangle de référencement ou... Ouais, vraiment, tu sais, c'est vraiment gagnant pour tout le monde, autant pour le client que pour moi, que pour mon partenaire. Puis, c'est ça, ça nous permet les deux d'avoir un plus grand réseau. Mm-hmm. Puis, juste pour savoir, y a-tu des outils qui t'ont aidé justement à t'organiser? Un peu tes go-to tools que tu utilises pour autant te planifier, créer, organiser ta semaine, tes tableaux de publication. Je sais pas s'il y a des outils qui sont excellents, mettons, pour les freelances. Il existe énormément d'outils aujourd'hui, fait que je crois pas qu'il y a comme une bonne réponse. Moi, perso, je suis vraiment... j'utilise tous les produits Google, là, okay. 100%, tout ce qui est Drive, Calendar, Gmail, etc. Puis, un des outils que j'utilise le plus, je crois que c'est Trello. Je trouve ça vraiment fun. Trello? OK. Ouais, j'ai toutes mes colonnes de trucs à faire, puis je peux naviguer là-dedans, je peux automatiser des trucs, j'ai tous mes documents, mes suivis. C'est sûr que moi, je le recommande, mais je sais qu'il existe plein d'autres alternatives aussi. OK. Excellent. Je suis juste en train de lire un petit peu parce que, tu sais, qu'on dit un petit peu quelles étaient les étapes qui ont permis de te mettre si rapidement, tu sais, sur la map, puis d'offrir tes services, puis de gagner de la clientèle, tu sais, dans les derniers mois. C'est que, tu sais, tu as noté apprendre les essentiels pour devenir un digital nomade. C'est super important. Tu as fait la formation à Ambroise, avec qui j'ai fait une entrevue aussi auparavant, qui a créé le terme Freemote. Mais c'est ça, c'est une excellente formation pour apprendre tous les rudiments pour se permettre de créer son offre de service puis espérer voyager, dans le fond. Tu avais parlé aussi de définir tes services, ça, tu l'avais dit. Tu as créé un portfolio super important. C'est là que ça te donne de la crédibilité. Toi, ton portfolio, comment est-ce que tu es allé chercher ce que tu avais fait dans le passé avec tes compagnies antérieures, avec tes... Oui, c'est ça. C'est sûr que je dirais que mon travail en agence, ça m'a vraiment aidé parce que ça m'a permis de travailler avec des entreprises de plein d'industries différentes. Mm-hmm. Puis c'est sûr que c'est ça, quand tu commences comme freelance, un des points les plus importants, c'est sûr que c'est d'avoir de la crédibilité. Puis après ça, avec mes premiers clients, je leur ai demandé de me faire des recommandations. Puis ça m'a aussi aidé après ça, à présenter quelque chose de crédible aux gens. 100%. Puis tu as aussi mentionné d'approcher ton réseau, aller chercher ton love people, les gens qui te connaissent ou qui ont déjà travaillé avec toi puis qu'eux peuvent te référencer. Puis bon, ça, faire des partenariats avec d'autres freelances, puis te créer un système efficace, tu nous as déjà donné tes outils. Non, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je prends la peine de le mentionner parce que je voulais juste pas oublier d'éléments. Puis là, ça m'amène au point, OK, où je veux parler un petit peu plus stratège web, campagne marketing, parce que là, je veux savoir, on parle-tu de... Pour une personne qui est à son compte, bon, un digital nomade, peu importe, quelqu'un qui veut avoir une liberté côté travail, liberté géographique, qu'est-ce que tu lui suggérais? On dit tout le temps référencement organique, mais est-ce que de mettre de la publicité payante, ça peut aussi être intéressant pour quelqu'un qui est solopreneur? Tu sais, j'essaie de voir un petit peu, c'est-tu juste pour les grandes entreprises ou? C'est sûr que la publicité payante, c'est une bonne alternative, mais ça peut pas être fait seul. Tu peux pas t'attendre à « OK, j'investis 10 $ par jour puis je vais avoir des retombées de malade. » Il faut que la base soit là. Il faut que tu aies ton site, tes réseaux sociaux, il faut qu'il y ait du bon contenu, il faut que ton site soit optimisé, il faut que tu aies justement tes éléments de crédibilité parce que tu as bien beau amener plein de gens sur ton site, mais si il n'y a pas de contenu, il n'y a aucun élément qui apporte la confiance des utilisateurs, tu vas un peu payer ta publicité dans le vide. Puis c'est sûr que, oui, ça peut rapporter beaucoup, mais ça coûte cher. Donc, si tu commences, c'est d'évaluer tout ça, puis de voir si ça peut être une bonne alternative. Puis sinon, il y a d'autres alternatives gratuites pour commencer, que ce soit justement le SEO, créer un blog,
créer du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Mm-hmm. OK. Puis, quand tu parlais, c'est ça, de stratégie pour augmenter notre visibilité, je pense que tu avais mentionné, c'est ça, site web. Qu'est-ce que tu nous suggérais justement pour augmenter, de ne pas négliger la visibilité, l'audience? Bien, mon truc perso pour augmenter ma visibilité, c'est vraiment à travers le réseautage. Je réalise que je pense que c'est vraiment l'aspect qui fait décoller mes activités. Tu sais, c'est en parlant avec d'autres freelances, avec d'autres entrepreneurs qui m'ont référé à leurs amis entrepreneurs, puis ça, tu sais, ça peut aller très vite. Mm-hmm. 100%. Un client satisfait, c'est pas long que c'est pas long que ça fait un effet boule de neige. Ça, on le sait, le bouche-oreille, c'est vieux comme ça se peut pas, mais c'est efficace. Puis, ça serait quoi un petit peu les bonnes pratiques à garder en tête pour une campagne, mettons pour du placement web? À quoi est-ce qu'on devrait penser? Oui, en fait, selon ce que j'ai appris depuis que je suis dans le marketing, je crois qu'un des aspects les plus importants à garder en tête, c'est que c'est toujours du testing. Il faut tout tester. Tu sais, si tu veux t'améliorer puis avoir un meilleur retour sur investissement, tu sais, moi, c'est très, très rare que je vais juste faire une campagne. Je vais tout le temps en faire 2. OK. Puis, splitter mon investissement en 2, voir ce qui marche pas, continuer avec ce qui marche, retester. Tu sais, c'est vraiment en continu. Puis après ça, avec le data, tu sais, tu peux prendre des décisions en écoutant aussi un peu ton intuition, bien sûr, mais le data, ça reste super puissant. Mm-hmm. Ben, c'est ça, c'est une des seules façons d'avoir une rétraction aussi précise. Hein, il n'existe pas tant de moyens marketing aussi puissants que sur les réseaux sociaux pour avoir le feedback exact. Là. Okay. Puis, quelqu'un qui voudrait s'éduquer sur le sujet, est-ce que tu aurais des sources, des recommandations qui, toi, t'ont servi? Oui, tu sais, c'est sûr que moi, quand j'ai voulu aller là-dedans, je me suis tout de suite inscrite à la maîtrise en e-commerce. Pour ceux maintenant qui ne veulent pas faire une maîtrise. Pour quelqu'un qui veut, je crois totalement que ça s'apprend par soi-même. Là. La maîtrise, c'est un plus, mais c'est vraiment pas obligatoire, selon moi, pour entrer dans ce domaine-là. Il existe plein de ressources sur le web. Il en existe de plus en plus à tous les jours. Mais tu sais, juste sur Google, tu fais des recherches sur Pinterest, YouTube, il y a plein de contenus. Sinon, de façon plus ordonnée, je dirais, il y a des formations sur Udemy, Skillshare. Ensuite, les plateformes en tant que telles offrent des super bonnes formations, que ce soit Google, Facebook. Mais après tout ça, je crois que l'important, c'est de pratiquer. Fait que, tu sais, oui, c'est bon de faire des formations théoriques, mais il faut absolument on-site, mettre en pratique ce qu'on a appris, que ce soit pour votre entreprise, pour l'entreprise d'un de vos amis. Vous faites un petit stage mal payé, mais au moins que vous apprenez super rapidement. Moi, en tout cas, c'est mon secret, là, c'est vraiment de pratiquer tout de suite ce que vous avez appris. Ça va payer en fin de compte. OK, excellent. Puis, justement, est-ce que toi, dans les derniers mois, en te lançant comme freelance, tu as eu des challenges, des choses sur lesquelles tu as dû travailler pour continuer à aller de l'avant? Oui, tu sais, c'est sûr que c'est de l'entrepreneuriat, fait qu'il y a tout le temps des challenges. Je dirais que la formation d'Ambroise m'a vraiment évité beaucoup de challenges parce que ça a vraiment c'était la table. Tu sais, OK, selon les différents aspects du freelance, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Fait que je suis vraiment allée à fond dans tout l'aspect technique du freelance. Ça a bien été. Où ça m'a pris plus de temps, c'est au niveau du mindset, je dirais. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, des fois, prendre le temps d'être conscient de ce qui se passe. Puis, tu sais, des fois, c'est difficile d'avoir confiance en ses services quand on commence, etc. Fait que, tu sais, de mettre en place différents systèmes, si on veut, pour juste tout le temps avancer, avoir confiance en ses capacités, foncer, tu sais, dans les événements de réseautage pour approcher des gens, etc. Puis tu dirais, toi, qu'est-ce qui t'a aidé justement à te garder tout le temps ce mindset-là de
le winner, là. Tu vas réseauter, tu vas foncer. Qu'est-ce que tu faisais pour garder ça, comment dire, positif et aligné? Ouais, puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé pendant le COVID. Je pense que le sport, c'est vraiment une grosse partie de moi qui m'aide à tout le temps être dedans puis continuer. Tu sais, je vais beaucoup courir, faire du vélo, hiker, etc., comme chaque semaine. Mais sinon, tu sais, j'ai aussi... j'écris beaucoup, tu sais, sur mes objectifs, sur comment je veux faire avancer les choses. Je lis beaucoup, je visualise mes objectifs. Puis aussi, je pense que une partie super importante, c'est d'avoir le bon entourage. Fait que je suis dans beaucoup de communautés d'entrepreneurs, freelance. J'ai des mentors qui m'aident là-dedans. Puis je pense que ça fait quand même une grosse différence. Parlons mentor, parce que des fois, beaucoup disent que c'est difficile de trouver un mentor. Toi, est-ce que c'est quelqu'un que tu as approché? Est-ce que c'est des gens que tu as approchés? Est-ce que c'est des gens que tu as payés pour leur service? Puis à un moment donné, ils ont fini par te coacher? Tu sais, c'est quoi un petit peu la dynamique mentor-mentoré? Moi, la façon que j'ai procédé, c'est avec différents organismes pour ça. Okay. Et c'est vraiment bien fait, c'est hyper simple. Il existe beaucoup d'organismes de mentorat, puis c'est vraiment pas cher, puis je trouve que ça apporte beaucoup de valeur. Tu sais, il y en a beaucoup, là, mais parmi ça, des fois, il y a la Chambre de commerce qui fait des programmes de mentorat. J'avais participé. Il y a aussi le réseau M au Québec. Il y a Yes Montreal avec les écoles. Des fois, ils en font aussi. Puis sinon, tu sais, dans mon réseau, tu sais, je m'entoure de gens qui ont vraiment, tu sais, qui sont où je veux être, puis sans être des fois des mentors directs, si on veut, tu sais, qui ont le titre de mentor, ça reste des mentors pour moi parce qu'ils répondent tout le temps à mes questions, ils m'aident, etc. OK. Super. Encore une fois, les liens pour les organismes. Ouais. C'est super intéressant. Puis, un autre point dont je voulais parler avec toi, c'est l'idée de mettre ses efforts à bonne place, puis l'importance de choisir un peu ses batailles, parce que je sais que toi, avec Backpack, la location Backpack, c'est un projet que tu as mis un peu de côté, tout simplement parce que tu as réalisé que les besoins, ben ils n'étaient plus là vraiment, comme avec la situation actuelle. Fait que j'aimerais ça parler un petit peu de ce processus-là, d'évaluer puis d'être sûr de mettre ses efforts sur un besoin actuel, tu sais, pour pas perdre ces efforts-là. Ouais, je t'avouerais que c'est vraiment un gros challenge. Puis, je sais pas pourquoi, mais dans ma vie, j'ai toujours eu tendance à me pitcher dans 50 trucs en même temps. Tu sais, je faisais beaucoup de sport, je faisais du patin, du soccer, l'école, je travaillais 60 heures. Tu sais, j'ai tout le temps fait beaucoup de choses. Puis, oui, ça m'a fait apprendre beaucoup. Mais après ça, j'ai comme gardé cette mauvaise habitude-là. Puis au cours des dernières années, justement, j'avais la compagnie, je travaillais, j'avais la maîtrise, j'avais beaucoup de choses. Dilué. Puis, ouais, vraiment. Puis quand la COVID est arrivée, ça m'a vraiment permis de m'asseoir puis de me poser les bonnes questions, d'en parler avec mes mentors. Tu sais, je trouvais que je commençais à en avoir trop. Puis je voyais mes objectifs. Puis je me demandais pourquoi ça avançait pas trop vite. Puis je me suis rendu compte que c'est parce que je suis trop partout en même temps. Puis c'est ça, après beaucoup de réflexions, de discussions avec des mentors, des amis, etc., j'ai décidé de me concentrer sur les besoins des gens. Puis en ce moment, avec la COVID, c'est sûr que le marketing est un très grand besoin. Les gens m'approchent par eux-mêmes. Tu sais, tout s'en va vers le online. Puis les entreprises ont de la difficulté financièrement, fait qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Tandis que le voyage, puis je sais, vu que je suis chez Transat, c'est vraiment, vraiment beaucoup affecté par la COVID et c'est pas prêt de recommencer, malheureusement, d'ici, comme à la normale, d'ici les prochaines années. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de me focusser sur mes activités freelance pour les prochains mois, puis on verra ce qui va se passer avec l'industrie du voyage, où je peux aider avec ma communauté plus tard. 100%. Puis je pense que c'est logique de le faire. Puis trop souvent, on prend peut-être pas le temps. On est pris dans nos day-to-day puis nos actions. Puis, tu sais, on les fait un peu par habitude aussi. Puis effectivement, on se rend compte, là,
Il faut se poser, puis il faut regarder comment l'environnement autour bouge, puis s'adapter à ça. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur moment que la COVID pour le faire. Donc, tranquillement, sûrement, on s'en va vers la fin. Tania, je serais curieuse de savoir, c'est quoi ton plan pour l'après-COVID? Qu'est-ce que tu aimes faire, là, que tu vas être plus flexible, tu vas avoir des clients en ligne, tout ça? Est-ce qu'on s'attend à une digital nomade? Oui, c'est une bonne question. Tu sais, honnêtement, au début, ça me stressait un peu. Fait que là, j'ai vraiment décidé d'y aller au jour le jour. Tu sais. Je sens que j'avance beaucoup ce temps-ci, ça va super bien. C'est sûr que, tu sais, oui, je songe à un prochain voyage, un prochain long voyage. J'adore partir longtemps, découvrir un nouveau pays. Donc, si tout va bien, j'aimerais ça aller. Là, en ce moment, je vise Bali. Mais je regarde aussi pour l'Asie, fait que c'est à voir, mais c'est sûr que d'aller tester, de travailler à l'étranger en tant que nomade digital, c'est dans mes plans. OK. Super. Puis, y a-t-il des choses qui piquent ta curiosité ces temps-ci? Des choses que tu lis ou, je sais pas, qui t'allument? Oui, ben en fait, pendant la COVID, je me suis vraiment beaucoup intéressée à tout ce qui était développement personnel. Fait que c'est surtout à travers les livres que j'ai réussi à creuser là-dedans. Là. Il existe tellement de bons livres de développement personnel, puis encore là, je pourrais donner quelques recommandations. Oui, puis un petit fait wild sur toi pour terminer ça en beauté, comme je le fais avec tout le monde. Oui, je crois que c'est que j'adore me pousser vraiment loin au niveau de mes limites mentales. Puis une façon que je le fais, c'est à travers les treks. Okay. Fait que j'adore partir plusieurs jours en trek. À date, celui que j'ai fait le plus longtemps, c'était au Pérou. C'est un 5 jours. Tu pars dans des tentes, etc. C'était où? C'est dans le fond le trek pour aller au Machu Picchu. Ah oui! Ouais. La route de l'Inca, là? C'est un autre route. OK. Mais ça finit à la même place. OK. Je pense qu'on passe des fois avec l'Inca. Mais c'est vraiment des belles expériences. C'est super challengeant, mais tu sais, à la fin, je trouve que le feeling est incroyable. Fait que oui, j'ai l'intention d'en faire d'autres, comme en Indonésie, je sais qu'il y a le Rinjani qui se fait bien. Puis sinon, je crois qu'un jour, j'aimerais faire comme soit le camp de l'Everest ou quelque chose comme j'ai vraiment envie de me challenger. Ouais. Donc, il y a une marche au Québec, je pense proche du lac Mégantic, qui est comme un mini Compostelle. C'est sur 8 jours. Fait que mais je vais checker. C'est sûr que ça pourrait me préparer à des plus gros trips. Ben non, exact. En attendant qu'on puisse aller explorer à l'extérieur de notre belle province, mais en attendant. Alors, oui. 100%. Ben écoute, en attendant, est-ce qu'on peut te trouver, Tania, si on veut soit faire affaire avec toi, utiliser tes services ou sinon juste te suivre sur les réseaux? Oui, en fait, là, maintenant, j'ai mon site web qui est très simple, www.taniamarcou.com. Sinon, je suis beaucoup sur Instagram, c'est Tan_Marcou parce que Tania Marcou n'était plus disponible. Non, il y a sûrement plein de backpackers qui nous écoutent. J'ai ma communauté sur Facebook qui est Backpackers du Québec. On est près de 2000, puis on fait juste parler de backpacking. Ça peut être intéressant pour les gens. Puis c'est pas mal là que je suis présentement. Excellent. Ben écoute, merci encore une fois, Tania. C'était super intéressant de jaser ça avec toi. Puis je te souhaite encore bien des clients, puis beaucoup de succès comme freelance. Merci, t'es fine. Bye.